Mes chers concitoyens, bonjour. L'heure est grave. Savez-vous quelle est la plus grande source de pollution dans le monde? What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that the war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. Alors, des idées? Le nucléaire? Non. Définitivement non. En temps ordinaire, le nucléaire ne fait aucune victime. Alors certes, les accidents peuvent être très graves, ils peuvent dévaster des régions entières, mais ils sont aussi extrêmement rares. Pour la simple et bonne raison qu'on prend des mesures drastiques pour les éviter. C'est comme vos chances de mourir sous les dents d'un lion. Vous n'allez pas faire des papouilles à ces animaux-là. Donc ça ne nous arrivera pas. Si la gestion des risques vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, et je vous mets le lien dans la description. On y parle aussi de mythologie. Je pense que c'est intéressant et que ça peut poser quelques bases importantes pour comprendre la suite. L'industrie chimique. Bon candidat, n'est-ce pas? Eh bien non. C'est exactement la même chose. On peut toujours craindre le Big One, l'accident majeur qui va dévaster toute une vallée fluviale. Mais en pratique, bon an, mal an, le nombre de morts dans l'industrie chimique est proche de 0. En France. Parce que les industriels français sont devenus de véritables paranoïaques de la sécurité. On en est à traquer les plus petits dangers dans le bureau de la secrétaire. Parce qu'à l'usine, ça fait longtemps qu'on a réglé les problèmes. Enfin, les principaux problèmes. Ici, vous avez la carte des sites classés Seveso dans la vallée du Rhône. Ça fait pas rire, hein? Ça fait peur même. On est très très près des habitations. Mais, globalement, on s'en sort. D'ailleurs, même l'accident de Seveso en 1976, cet accident n'a pas provoqué de mort humaine. En tout cas, pas directement. Des milliers de lapins, oui, sont morts. La seule victime humaine, c'est le directeur de l'usine qui a été assassiné. En fait, avec les produits chimiques, le principal risque, c'est l'usage domestique. C'est ce que vous faites chez vous. Lorsque vous laissez traîner la bouteille d'eau de Javel, par exemple, et que les enfants tombent dessus. L'automobile. Ah, c'est vrai, ça pollue. C'est indéniable. Ou peut-être pas tant que ça. Si on y réfléchit 2 secondes, l'arrivée de l'automobile a rendu nos villes à la fois plus propres et moins bruyantes. En effet, quand vous voulez analyser une nuisance, il faut la comparer aux alternatives. Que vous ayez une automobile ou pas, vous avez besoin de vous déplacer. Et qu'est-ce qu'on utilisait avant l'automobile? Eh bien, on avait des chevaux. Les chevaux laissaient dans les villes des quantités invraisemblables de crottin. Et je vous laisse imaginer le boucan que faisaient les sabots sur les pavés. C'est à tel point que certains bourgeois faisaient mettre de la paille devant chez eux pour atténuer le bruit et faciliter un petit peu le nettoyage. Je pense que vous voyez où je veux en venir. La plus grande source de pollution dans le monde, ce sont tout simplement les matières organiques fermentescibles. En langage savant. En langage pas savant, c'est le caca, la merde, le bran, l'ordure, la chirie, la bouse, les étrons, les fesses, les excréments, quoi. L'urine, la pisse, tout ça. J'adore la poésie de la langue française. Et puis, à tout ce qui sort des corps, eh bien, on va rajouter les déchets alimentaires qui pourrissent un peu n'importe où. Mais on ne parlera pas de ces déchets alimentaires cette fois-ci. Alors certes, la pollution a très fortement augmenté au XXe siècle à l'échelle mondiale. Mais c'est avant tout sous l'effet de l'accroissement démographique et de la concentration urbaine. C'est vraiment impressionnant. Regardez bien. Alors on ne s'étonnera pas que là où il y a plus de gens, il y ait plus de pollution. Mais depuis une trentaine d'années,
la pollution a diminué très fortement en Occident. Je ne parle pas pour la Chine, l'Afrique ou l'Amérique latine. Mais en Occident, la pollution a atteint des niveaux historiquement bas, peut-être même plus bas encore qu'au Moyen Âge. Oui, imaginez 2 secondes ce que serait l'air de nos villes si nous continuions à nous chauffer au charbon ou pire encore au feu de bois, sans rien pour filtrer les fumées. Et de la même manière, au Moyen Âge, il n'y avait rien pour traiter les eaux usées. Mais il y avait déjà des ateliers de tanneurs ou des teintureries. Et les tanneurs et les teinturiers utilisent typiquement des excréments et de l'urine pour faire leur travail. Je vous laisse imaginer les odeurs. Alors une petite anecdote pour ceux qui habitent à Lyon. Le quartier des tanneurs à Lyon se trouve à Vèze. J'ai jamais compris pourquoi. Vèze se trouve en amont sur la Saône. Et donc, installés là, les tanneurs devaient polluer l'eau de tous les Lyonnais. Un mystère. Si quelqu'un a l'explication, il est libre de la donner en commentaire. Nous sommes vraiment des privilégiés en Occident. De pouvoir nous pencher sur des particules ultra fines qui induisent un petit risque de développer un cancer d'ici 20 ou 30 ans. Parce que pour l'immense majorité de l'humanité, c'est pas un risque de cancer. C'est d'abord mourir à cause d'une eau souillée ou d'aliments contaminés par une bactérie mortelle. Encore aujourd'hui, il y a 760 000 enfants qui meurent tous les ans à cause de maladies diarrhéiques. C'est le chiffre de l'OMS, un chiffre assez solide quand même, et qui est un excellent chiffre. C'est le fruit de plusieurs dizaines d'années d'efforts, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la mortalité, elle se comptait en millions. Alors, parmi ces maladies diarrhéiques, je vais en citer 2, histoire que vous voyez de quoi on parle. Par exemple, il y a le choléra et la typhoïde. De grandes sources de terreur à travers l'histoire. Pour nous, bon, une curiosité. Même une diarrhée tout à fait ordinaire peut s'avérer fatale si les conditions d'hygiène ne sont pas réunies. Un bébé peut mourir d'une diarrhée en quelques heures s'il n'est pas correctement réhydraté. C'est comme ça qu'on a atteint parfois des taux de mortalité infantile de l'ordre de 300 pour 1000, 400 pour 1000, 500 pour 1000. C'est idiot en fait. C'est idiot de compter en pour 1000. Comme si on voulait rendre le chiffre un peu moins facile à comprendre. 300 pour 1000, c'est 30%. Donc c'est pratiquement un tiers des bébés. Un tiers des bébés qui meurent avant l'âge de 5 ans. Et il faut se dire que ce taux, c'était la condition normale de l'humanité pendant pratiquement toute son histoire. Waouh! On a du mal à appréhender un tel changement. Le bouleversement, il a eu lieu à la fin du 19e siècle, c'était grâce à Pasteur notamment, qui a mis en place des mesures d'hygiène. C'est un des événements majeurs de l'histoire de l'humanité, vous comprenez. À côté de ça, la mortalité des guerres, c'est presque de la plaisanterie. Et en fait, si on veut se protéger contre les maladies diarrhéiques, il y a 2 mesures extrêmement simples qui sont très efficaces et qui ont bouleversé la vie des gens. La première, c'est l'usage du savon. La deuxième, c'est la réhydratation des bébés. Aujourd'hui, pour ça, il y a des kits tout prêts de réhydratation orale qui sont distribués par les ONG. Mais même si vous n'avez pas ces kits, vous pouvez toujours préparer la solution. Un peu d'eau propre, du sucre, du sel. Je vous mets les proportions en commentaire si vous avez la curiosité. Cette solution donc d'eau salée et sucrée s'administre au bébé à petite cuillère, en gros une fois toutes les 10 minutes. Et avec ça, juste avec ça, vous sauvez
la majorité des bébés malades. En comparaison, les médicaments des grandes firmes pharmaceutiques, c'est pas négligeable, mais ça représente peu de choses. Le manque d'hygiène est un facteur décisif dans beaucoup d'événements historiques. On insiste rarement sur ce point, c'est assez logique d'ailleurs. Déjà au moment des fêtes, on n'aime pas parler de ces choses-là. Imaginez un peu ce que serait le courrier aux mamans des soldats si au lieu de leur dire « Votre fils est mort au champ d'honneur », on leur disait « Votre fils a crevé d'une chasse carabinée ». Ça ferait mauvais genre, n'est-ce pas? Et puis, ce serait assez mauvais pour le recrutement. Il est très rare qu'une armée soit détruite par les armes de l'ennemi. En effet, vous trouverez sans doute des généraux capables de sacrifier 15 ou 20% de leurs hommes pour remporter une victoire décisive. Le problème, c'est que les soldats n'aiment pas trop ça. En général, ils préfèrent des solutions un peu plus économiques. En fait, toutes les armées ont fondamentalement deux objectifs, et deux objectifs contradictoires. Détruire l'armée ennemie, bien sûr, mais aussi, et surtout, ne pas perdre. Se préserver. On n'arrive presque jamais dans une bataille à 50% de pertes de chaque côté. On voit ça que dans les jeux vidéo. En revanche, ce qui arrive assez fréquemment, c'est qu'une armée soit détruite sur l'ensemble d'une campagne. Parfois même sans qu'il y ait de bataille. Tout simplement du fait de la famine ou des épidémies. Le cas le plus fréquent, c'est lors d'une retraite, lorsque vous êtes très fortement enfoncé dans le territoire ennemi et que vous devez rentrer chez vous. Et le pire, c'est quand vous repassez par les endroits que vous avez déjà pillés. Vous avez détruit toute la nourriture que vous pourriez utiliser au retour. Avec de mauvaises conditions d'hygiène, vous tombez malade et l'armée se vide littéralement par le bas. Des armées qui se vident par le bas, on pourrait en trouver des tas d'exemples. Lors des guerres coloniales, par exemple. Dans le Pacifique, les Japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un bon exemple, c'est l'armée perse pendant les guerres médiques. Vous savez, ces guerres contre les Grecs. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec des batailles comme Salamine, Marathon, les Thermopyles. Ce ne sont pas les Grecs qui ont tué le plus de Perses, mais bien la maladie, la dysenterie. Vous imaginez ce que serait le film 300 s'il était historiquement correct? Ce serait un petit peu moins épique. Puis, il faudrait changer le liquide de référence, modifier un petit peu le code couleur. Ce serait curieux. Bien sûr, chaque culture a sa propre manière de traiter le problème des excréments. Vous penserez par exemple à la Cloaca Maxima, ce grand égout de Rome qui a été construit d'ailleurs dans les premiers siècles de la République et qui a permis à la ville d'atteindre une jolie taille. On pensera aussi par exemple à la Bible. Il y a des indications extrêmement précises sur la façon de faire caca. Vous devez vous rendre à l'écart du camp et bien penser à recouvrir votre production, même si vous êtes dans le désert. D'ailleurs, à propos de désert, j'ai une anecdote assez croustillante. C'était en 2008, si je ne m'abuse, l'organisation d'aide au développement USAID, qui est une agence gouvernementale américaine, avait un très beau projet en République de Djibouti. Il s'agissait de construire des toilettes modernes dans toutes les écoles du pays. Quand je dis modernes, ce sont quand même des toilettes à la turque, mais avec des adductions d'eau et tout ce qu'il faut pour que ce soit propre. Eh bien, ce projet a été un désastre complet. Les administrateurs avaient bien travaillé. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, ils étaient compétents. Seulement voilà, ils ne connaissaient pas les coutumes locales. Et honnêtement, ils n'avaient pas de raison de les connaître. Les Djiboutiens sont des éleveurs nomades, traditionnellement, qui se promènent dans le désert avec leurs chèvres ou leurs chameaux. Et avec quoi se torche-t-on dans le désert? Je vous laisse deviner.
avec des cailloux. Oui, pour ma part, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Je préférerais la méthode de Gargantua, mais bon, les oisons sont plutôt rares dans le désert et on fait avec ce qu'on a. Eh bien, je vous laisse imaginer le désastre. Toutes les toilettes de toutes les écoles du pays étaient bouchées lorsque USAID a fait sa tournée d'inspection. Et il a fallu prolonger le programme de 6 mois, le temps de fabriquer un matériel pédagogique avec des plaquettes, des dessins et tout ce qu'il faut pour expliquer aux petits-enfants djiboutiens qu'il vaut mieux utiliser de l'eau plutôt que des cailloux. Et c'est comme ça que j'ai eu la joie, l'immense joie, de participer à une formation sur le caca. Formation que je ne regrette pas, elle m'a été fort utile, puisque quelques temps plus tard, j'ai eu à faire refaire les toilettes de mon école. Et j'ai réfléchi un petit peu à ça, et je me suis dit, mes élèves sont des broussards qui s'inscrivent à peu près à n'importe quel moment de l'année. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire une explication sur ce sujet à chaque fois qu'un élève s'inscrit? Non. Donc j'ai demandé des toilettes sans siphon. C'est moins confortable, c'est aussi moins hygiénique, c'est vrai, mais une fosse de quelques mètres cubes peut supporter des milliers, voire des dizaines de milliers de cailloux avant d'être bouchée. Et c'est toute la différence entre quelque chose d'utilisable et quelque chose qui ne l'est pas. Des toilettes qui seront bouchées au bout de 10 heures et des toilettes qui seront bouchées au bout de 10 ans. Allez, une dernière petite information pour la route. Vous savez qu'il existe des tas de journées mondiales de ceci, de cela, pour défendre des causes plus ou moins intéressantes. Je crois que la journée mondiale des toilettes mérite vraiment d'être prise au sérieux. Elle a lieu tous les ans, le 19 novembre. Je vous mets quelques liens en description, si vous avez envie d'approfondir la question, ou si vous ne savez pas quoi faire ce jour-là. Vous imaginez dire à votre belle-mère : « Belle maman, je ne pourrai pas être avec vous pour votre anniversaire. Je participe à la journée mondiale des toilettes. » Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. J'espère aussi que je ne vous ai pas complètement dégoûté de l'exotisme. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt sur Ctema.